Donc bonjour, mesdames et messieurs les présidents de conseil d'administration, les administrateurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux de banque et de la BCAO, et chers participants et chers spécialistes de BAL 2 et 3 qui sont en face de moi et qui prendront ma place demain. Bonjour Philippe également. Donc je suis heureux d'échanger avec vous aujourd'hui sur la problématique ou l'opportunité de ESG, donc RSE. Donc au-delà des profits, a priori c'est un peu particulier pour un banquier d'aller au-delà des profits. Parce qu'on recherche toujours d'aller, oui, on recherche toujours au-delà du profit qu'on avait, mais on ne regarde pas toujours donc l'aspect de ESG. C'était pas naturel pour un banquier, et donc c'est quand même nouveau. Donc c'est quoi une banque durable? Je vais définir très rapidement. C'est quoi? C'est la gouvernance, c'est la planification stratégique, ça part de là, et ça s'imprègne jusqu'à l'exécution des opérations. Donc c'est l'ensemble. Il n'y a pas uniquement les opérations qui définissent en fait une banque durable, c'est tout le processus. On peut dire tout le processus de gouvernance. Alors pendant la session, je vais vous demander de vous regarder en fait et de vous dire tiens, personnellement je suis quoi? Parce que ça va influencer en fait votre approche ESG. Donc ici ce sont vos yeux, vous êtes quoi? Orienté profit. Et voilà, il y a une série de banquiers qui sont orientés de profit. Est-ce que vous êtes orienté profit, mais en vous disant ESG, ben ça va m'aider, comme j'y crois pas trop? Donc c'est le deuxième profil. Et puis vous avez le troisième profil, c'est vraiment vous croyez à ESG. Vous croyez à quelque chose qui est au-dessus du profit. Donc ça c'est important de vous définir. Parce qu'on va voir dans les débats, on va sûrement retrouver des profils différents. Et on va voir aussi que dans la réalité, bon, ce profil-là, on va peut-être donner un exemple plus tard, où on va, est-ce qu'on est durable à un moment où on tombe? Et ici, est-ce qu'on est peut-être un peu plus durable, mais effectivement, on va donner un autre exemple où il y a une très grosse banque qui est tombée. Et puis il y a ESG, et on va voir, et je vais parler d'une banque que j'ai connue indirectement. Enfin, je la connaissais déjà, j'avais donné des cours à cette banque, et qui s'est lancée dans ESG. Donc, j'espère que cette banque qui se reconnaît dans un pays de la zone aura donc se permettra d'échanger sur cette stratégie. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que en fait, j'ai connu cette banque indirectement du côté de la France quand on discutait en fait sur l'ISO 26000 et la labellisation qui s'appelle Lucie. Et on parlait justement, parce que tous les deux on était orientés Afrique, on se dit tiens, comment ça va passer en Afrique ESG? Et à l'époque, j'avais entendu, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont intéressés. Mais cette banque-là, voilà, elle a commencé, elle a été la première banque en fait. Et comme dans tout changement, il y a les premiers adoptants, les deuxièmes adoptants et puis les adoptants tardifs. Et ça va dépendre aussi de votre profil qu'on voit ici. Donc, naviguons, mais pensez toujours à votre banque dans les points-là. Ne les prenez pas comme quelque chose de standard. Parce que c'est votre réalité qui va changer, que vous allez vouloir changer. Vous êtes des décideurs, vous allez changer les choses. Alors, contexte mondial, ben oui, effectivement, qu'est-ce qui a vraiment poussé ESG à se développer? Ben c'est la crise de 2008. À un moment, on s'est rendu compte, voilà, excès de risque, on recherche le profit, et une partie des employés, une partie de la communauté s'est dit ça suffit. On en a marre, on veut avoir quelque chose de plus stable. Donc le monde est en mutation également. On retrouve des nouvelles technologies. Là, ça fait aussi partie de l'environnement. Vous allez avoir aussi des impacts. Donc on va simplement terminer avec l'intelligence artificielle pour dire que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer là-dedans, dans cette mutation. Vous êtes des décideurs. Actuellement, c'est très difficile d'être décideur. Ça bouge tout le temps. Donc, comment tracer une ligne dans un environnement qui est très mouvant.
Donc, quels sont les points clés, en fait, du contexte? Vous avez aussi le contexte géopolitique aussi. Et vous voyez que c'est assez particulier. Dans l'évolution du monde, vous avez une volonté, donc, de satisfaire ESG, et d'un autre côté, vous avez un climat géopolitique qui est plus que tendu. Donc, ça montre aussi qu'on est à un changement de paradigme. Donc, il y a un changement de paradigme. Le nouveau paradigme sera probablement, je vais dire probablement ESG, mais actuellement, il y a encore des variations, puisque certains ne croient pas encore, certains croient que ça ne va pas durer, etc. J'entends, par exemple, dans les investisseurs de fonds d'investissement au Luxembourg, certains qui disent moi je veux du profit, avec ESG on ne gagne pas assez. Il y en a d'autres qui disent ESG, ben ça, la rentabilité est plus importante. Donc voilà, on est dans ce monde de changement de paradigme aussi. Donc on n'y est pas encore. Niveau de maturité, on n'y est pas encore. Donc, dans ESG, ben oui, qu'est-ce qu'on a dans le contexte mondial? C'est la crise ou les crises climatiques. Vous avez les inégalités sociales et dans la gouvernance, on demande plus de transparence et responsabilité. C'est pas toujours facile d'être transparent. C'est facile de dire aux autres d'être transparent, mais parfois c'est dur parce qu'on a peur des conséquences, etc. Or, on voit dans les différentes entreprises, la transparence apporte de la valeur. Vous prenez, et ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur dans ce cas-ci, normalement il faut l'être, puisque par exemple l'ISO 26000, il y a l'éthique ou dans toutes les gouvernances, mais vous voyez des sociétés comme McDonald's, comme également d'autres, je ne tombe plus sur le nom actuellement, c'est McDonald's et Coca-Cola, voilà, ils vendent pas spécialement des produits éthiques, mais ils vont vers là. Ils vont vers ça parce que le sucre, etc. Donc, et ils ont des stratégies en fait, de communication qui permettent en fait d'absorber et d'amortir le problème de leurs produits génériques. Mais on voit qu'il y a des nouveaux produits qui se créent. C'est comme les banques, il y a des nouveaux produits qui se créent, donc c'est des opportunités. D'accord? Alors, quels sont les critères ESG? Vous les connaissez. C'est simplement pour information, environnement, social et gouvernance. Alors, en matière de gestion des risques, ce qui est intéressant, en fait, c'est que d'habitude, on fait la gestion des risques puisqu'on est BAL. Crédit, marché et opérationnel. Et ici, vous voyez qu'il y a trois types de risques qui sont, et il y a certains qui vont parler demain et après-demain de la gestion intégrée. Ben voilà, la gestion intégrée, c'est déjà ça, c'est environnement, social et gouvernance en même temps. On prend tout en même temps. Alors, la gouvernance, ça existe. On n'avait pas besoin de ESG, mais il y a une approche qui est différente. Le social, ça existe aussi, mais pas intégré à la gouvernance, ni intégré à l'environnement. Alors, vous partez comment? On dit toujours ESG. Moi, je dirais que oui, ESG, qu'on a une vision externe des crises, qu'on le voit depuis 2020, il n'y a que des crises externes qui sont importantes. Mais si vous n'avez pas de gouvernance ESG, vous n'allez pas avoir donc ce trio qui est équilibré et stable. Alors, quelques messages de certaines sociétés. On a enseignants, vous connaissez tous. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La RSE s'appuie sur du rationnel, mais aussi de l'émotionnel. Donc c'est différent. L'émotionnel. Pourquoi l'émotionnel? Parce qu'il y a une gestion humaine aussi qui est reprise dans ESG. Vous voulez impacter les gens, ce n'est pas avec des méthodes quantitatives que vous allez impacter les gens. Donc ESG, c'est émotionnel. Ce qui va faire bouger les gens, c'est l'émotion. Si vous achetez une Mercedes, Ferrari ou BM, etc., vous n'achetez pas qu'un produit, vous achetez une émotion. Parce qu'on va vous regarder, on va vous dire, tiens, oui, c'est bien, il a bien réussi dans la fille, etc., donc beau costume, etc. C'est vous montrer de l'émotion, vous êtes bien et vous imaginez. Donc, il y a une gestion émotionnelle dans tout. Paradoxalement, pas dans le niveau bancaire. Et donc, ça commence à s'imprégner avec ça. Enseignants, pourtant c'est des auditeurs, ils ne sont pas spécialement orientés, ils sont plutôt orientés chiffres, mais voilà. Et la RSE se développe très fort chez les Big Four. 80% des employés d'une entreprise engagée adhèrent plus aux valeurs et à la culture de leur société, contre 58% qui n'ont pas. Donc il y a déjà un gain. J'invente pas, c'est la réalité. Donc ceux qui sont dans les dollars, vous vous rappelez avec les grands yeux, voilà, il y a des exemples concrets. J'essaie de donner aussi des sources dans tout ce que je donne des sources.
BPCE, donc de la Banque Populaire, Natixis, l'exercice de nos métiers nous donne à la fois le pouvoir, la responsabilité d'agir dans les champs de la RSE. Donc on voit bien qu'au niveau, au plus haut niveau, ici, on y croit, quoi. Alors, vous voyez, je donne un exemple, BPCE. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un code de conduite et d'éthique qui est orienté ESG, avec un certain nombre de points. J'ai mis en exergue les verbes, c'est protéger les intérêts des clients, garantir un traitement équitable des clients, communiquer de manière transparente, promouvoir le respect des collaborateurs, contribuer à une économie de marché humainement responsable, promouvoir le respect des droits de l'homme, agir efficacement pour l'environnement. Donc voilà, ça, c'est tout le monde qui va y participer. Du haut vers le bas, ça formera votre culture. Donc il y a déjà un document au niveau de la gouvernance, code de conduite d'éthique au niveau de ESG. Alors on peut se demander, ici je donne un résumé, une sorte de cartographie mondiale, source le WEF, World Economic Forum, qui font un rapport de risque tous les ans. Avec un questionnement au niveau des différents risques managers à travers le monde, pas uniquement bancaires. Peu importe qu'on ne voit pas ce que c'est, vous voyez les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a ici en impact élevé, probabilité? Ici, vous avez l'impact et ici, oh là, pardon, vous avez la probabilité ici. Qu'est-ce qu'on voit? Les risques environnementaux. Donc déjà, les risques managers au niveau mondial, ils sont déjà d'accord. Risques environnementaux. On voit ici gouvernance. Alors ici, j'ai pris effectivement, je voulais voir si les risques managers avaient identifié le problème du Covid. Pour voir. Ça se fait, par exemple, pour 2025, ça se fait maintenant, 2024. C'est des projections, c'est pas après. Donc pour voir la qualité de prospection des risques managers. Ils ne sont pas mauvais. Et puis, vous voyez, ici, on se dit, tiens, le Covid. Ça, c'est l'identification des maladies infectieuses qui projetaient en 2020. Donc, ici, on voyait quand même que le Covid avait été appréhendé au niveau de l'impact, un peu moins au niveau de la probabilité. Mais, donc, tout ça, l'environnement, la gouvernance, c'est important. Le social, c'est un peu plus bas ici. Mais ça reste, ce n'est pas un risque faible. Et puis, ce qui est important aussi, quand vous avez votre approche ESG, comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer ces risques? Vous avez déjà une organisation de gestion des risques. Donc, ESG. Il y a de la gouvernance, ok. Donc, il y a les redevabilités au niveau de la gouvernance. Mais comment vous allez les identifier? Qui va les identifier? Qui va les mesurer? Est-ce que c'est les risques? Est-ce que c'est la conformité? C'est quelque chose que vous devez définir. C'est important. Quelques points, quelques notes au niveau de la dégradation de l'environnement. Donc température mondiale, augmentation, catastrophe climatique aussi, la fréquence augmente. Et puis les personnes, 800 millions de personnes exposées au changement climatique. Et je mets Banque mondiale, ONU, etc. Donc des sources. Alors, je reviens en fait au risque, puisqu'on est dans le risque climatique, mais l'environnement, c'est pas que ça. Vous avez votre taxonomie de risque. Donc, l'ESG, c'est un risque émergent. Comment vous allez l'intégrer? Donc, quelles sont les différentes catégories de risques climatiques? Il y en a plusieurs. Donc, vous avez le physique, vous avez le transition, et puis vous avez le juridique, réglementaire et aussi le risque de réputation. Donc, comment vous allez identifier ces risques par rapport à votre réalité? Il y a le risque physique. Il y a, pour le moment, enfin maintenant ça va se clôturer, des questions de l'autorité de réglementation européenne qui pose des questions aux banquiers. Et une des questions, c'était est-ce que le risque physique ou le risque de transition sont des risques opérationnels ou autres? C'est quoi? Parce que c'est important pour la gestion. Si c'est opérationnel, vous intégrez ça dans votre équipe opérationnelle. Mais si c'est autre, sur la viabilité de votre entreprise, alors c'est la stratégie, les personnes responsables de la stratégie. Donc, risque physique, on définit, c'est les effets climatiques sur les infrastructures, ressources naturelles. Okay. Risque de transition,
c'est la transition technologique. Par exemple, on passe des voitures à essence vers l'électrique. Et on voit bien que ça change tout. Hein, toute la chaîne de valeur change. De vos clients aussi. C'est ça qu'il faut voir. C'est en matière d'ESG, c'est pas que vous allez évaluer. C'est toute la chaîne de valeur, quoi. Fournisseurs, clients, etc. Puisqu'à un moment, vous allez devoir faire des reporting. C'est comme les fonds d'investissement. Eh bien, les fonds d'investissement, oui, ils doivent respecter donc ESG, mais ils doivent voir si les actifs respectent aussi ESG. Sinon, c'est eux qui vont se faire recaler par le régulateur. Donc, vous avez une série de nouveaux risques émergents et vos équipes de risques, eh bien, ça ne va pas être quelque chose d'immédiat. Donc, il faudra évaluer et on est en gestion des risques de chaîne de valeur, qui est différente, et aussi en gestion des risques d'interaction entre les risques. On en a parlé, mais ici, c'est clair. Je vous donne des exemples. Risque physique, vous pouvez être contre moi. Moi, je dis risque opérationnel. Pourquoi ? Avec des répercussions sur la réputation. Pourquoi ? Parce que ça va affecter les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement, donc tout ce qui est opérationnel, processus opérationnel. Le risque de transition, moi, je le définis comme un risque stratégique. Pourquoi ? Parce que ça peut entraîner un impact sur votre demande, demande de crédit, demande de produits, etc. Des produits qui sont peut-être plus adaptés, des clients qui sont plus adaptés. Et là, ça relève de votre réflexion. Risque de transition. En période de transition, et on est en période de transition, quel type de culture vous avez au niveau des dirigeants, vous? Est-ce que vous êtes dans l'adaptation, l'adaptabilité? C'est quoi l'adaptation? L'adaptation, il y a ESG, ok, on va attendre. J'avais discuté l'année passée ici, dans cet auditoire, avec un DG adjoint qui disait moi j'attends avant d'avoir la réglementation pour me lancer dans ESG. Pourquoi ? Parce que je vais me mettre en position de faiblesse par rapport aux autres, entre guillemets, des gens qui ne sont pas éthiques et qui vont continuer. Et ils vont avoir, eux, leur rentabilité. Moi, devant mon conseil, voilà, ça va être difficile à expliquer. Est-ce que uniquement l'aspect éthique, ça va passer, etc. Donc, il y a un travail de culture. Qu'est-ce qu'on veut? Au-delà du profit. C'est facile à dire, pas facile à faire quand on vous met des objectifs, un plan stratégique à 5 ans, etc. Et ça, c'est pas encore dedans, quoi. Donc, est-ce qu'on attend la réglementation? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien d'avoir un débat avec vous sur ça. Est-ce qu'on attend la réglementation ou pas, quoi? Ou on démarre? L'adaptabilité, c'est quoi? On y va avant, quoi. On se prépare avant. Parce que la durée de mise en place, elle est longue, l'expérience est longue. Et dans 5 ans, on sera plus loin que celui qui a une culture d'adaptation. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça je catégorise ça en risque stratégique. Et puis vous avez le risque juridique, réglementaire, etc. Ça a des répercussions sur la réputation et le risque financier en cas de sanction. Donc vous avez ces 3 risques et il faut les intégrer dans votre processus de gestion des risques, qui n'est pas simple. Alors, inégalité sociale. Je donne encore quelques exemples de Oxfam, de rapports du FEM, le World Economic Forum, etc. Du rapport sur les inégalités mondiales, c'est l'équipe des économistes avec Thomas Piketty de France, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Fortune des 10 personnes les plus riches ont doublé depuis la pandémie, Oxfam. 10% de la population détient 76% de richesse. 50% des plus pauvres détiennent seulement 2%. 150 millions de personnes supplémentaires en situation d'extrême pauvreté. Voilà. D'où l'intérêt aussi d'avoir la microfinance. Ça, c'est utile également. Mais on voit, ça c'est l'aspect S. Et puis vous avez l'aspect G. Quelle est votre responsabilité au-delà de votre banque? Et cette notion de transparence. On va voir que si vous décidez avec votre perception, c'est oublier la perception des autres. Actuellement, dans le monde, et vous le savez, il n'y a pas uniquement les clients qui vont vous impacter. Avec les réseaux sociaux, c'est les communautés. Les communautés peuvent vous faire perdre des parts de marché parce qu'ils ont une voix publique.
Donc c'est important. Donc 80%, 8% des consommateurs attendent des entreprises plus de transparence. C'est Edelman, donc ils font des sondages d'opinion. 75% des investisseurs intègrent désormais les critères ESG. Investisseurs, ça peut être des clients. Donc eux, les clients, ils font des due diligence sur vous. Ils ont une liste, une checklist. Vous respectez les critères ESG? Non, on passe à une autre banque, etc. Et ça, ben, vous êtes banquier, vous avez des entreprises multinationales et des clients multinationaux. Donc ça vous impacte. Donc si vous n'êtes pas ESG, ben, vous vous libérez de certains bons clients. Donc il y a des prospects qui ne vont pas venir vous voir. 70% des consommateurs prêts à boycotter des marques. Vous voyez, c'est les communautés. D'où, quelle action vous devez prendre? C'est une équipe de communicants en ESG avec un plan de communication immédiat pour éviter le risque de réputation. Je prends un exemple il y a longtemps, mais ce n'était pas encore ESG, Société Générale France, vous vous rappelez Kerviel, etc. Il y a eu quelques manquements au niveau du contrôle interne, mais ce qu'ils ont été excellents, ils ont été très très bons, c'est qu'ils ont mis 400 personnes dans la communication, au niveau des investisseurs, au niveau des gros clients, etc. Perte de réputation, ben vous le voyez, il n'y a pas de perte de réputation. Donc c'est bon. Donc il y a le plan de communication qui est important dans cette partie-là, pour le social et l'environnement. Alors, le risque, la gestion du risque G, comme je l'ai dit, il y a E, S et G, donc c'est une gestion multidimensionnelle et une gestion en interaction de ces différents risques. Donc vous avez, je prends par exemple la responsabilité environnementale, ben, elle va soutenir le bien-être social. C'est par exemple, je vais pas travailler avec des entreprises qui utilisent des enfants dans les mines, etc. Donc et responsabilité environnementale, donc je vais pas salir l'environnement, je vais protéger les enfants et je vais être éthique et reconnu comme éthique par les communautés. Donc c'est lié. Il n'y a jamais S ou G, c'est E plus S plus G ou fois voilà. Social. Le social a aussi un lien immédiat avec l'environnement et la gouvernance. Vos pratiques sociales dans l'entreprise créent un environnement sain. Donc, c'est savoir un impact sur le reste. Vous avez une pratique de gouvernance qui est appliquée, vous le savez. Pratique de gouvernance, c'est respect des employés, recruter les meilleurs, les former et les garder. Et donc, ça a effectivement un impact sur les trois, E, S, E, G. Et naturellement, la gouvernance aussi. Votre structure de gouvernance, quand vous choisissez de travailler avec tel ou tel client ou tel fournisseur, etc., pour des raisons environnementales, ben vous avez aussi un impact. Alors, finance éthique et durable, est-ce que c'est une nécessité pour vous? Ou bien, voilà, c'est un mal ou c'est un moyen marketing, comme on l'a dit au départ. Donc, on l'a vu, les clients, ils recherchent des valeurs éthiques. Les investisseurs également, ils priorisent ESG, et puis vous avez le régulateur aussi. Le régulateur qui va mettre un cadre autour de ces trois lettres. Alors, ici, je vais vous montrer, source Mintzberg, c'est le fer à cheval de la gouvernance, en fait. Et on va voir qu'il y a des garde-fous qui sont importants. Donc ici, dans le fer à cheval de la gouvernance, vous avez le côté droit ici. Ce sont des sociétés qui recherchent le profit. Le côté gauche, c'est l'aspect social de votre responsabilité. Donc, quand vous créez une société, vous avez une responsabilité sociale et une responsabilité de profit, mais il faut un équilibre. Si je prends 2008, eh bien, on était dans la restauration, dans la maximisation du profit. Lehman Brothers, etc. Donc, on prend des risques maximum, on se désintéresse en fait de la gestion des risques et de l'environnement social. Faillite, il y a nationalisation, ou bien Lehman a disparu, mais les autres ont été supportés. Dans ce cas-là, vous avez consommé le risque total, et donc on essaye d'arriver à quelque chose de stable, donc on met des administrateurs
publics dans les banques. Petit à petit, ça s'améliore. On mélange donc les administrateurs publics et privés, hein, les actionnaires. Et puis, quand on voit qu'on arrive à une stabilisation, on voit que la réglementation est là. Le régulateur, il va se poser la question, est-ce que, voilà, je vais, une fois qu'on est dans la démocratisation avec des administrateurs publics et privés, est-ce que je n'ai pas un risque de retomber ici, quoi? Donc, ils font, ici c'est un contrôle direct, ils passent à un contrôle direct, la réglementation. Donc, actuellement, on n'est pas dans la réglementation. Donc, on peut vaciller en matière d'ESG. Hein, ce n'est pas encore très stable. Mais vous voyez, le rôle du régulateur, il est essentiel. Après, après la crise 2008, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez des grosses banques qui ont dit ça suffit, la réglementation, nous, on va réguler nous-mêmes avec des associations, etc. Parce que ça coûte trop cher. 16% d'augmentation dans les risques dans les coûts de conformité au niveau mondial dans les banques. 16%, pardon, c'est cher. Donc voilà, les administrateurs se disent voilà, ça commence à être lourd. Donc on va faire nous-mêmes. Hein, on va mettre de la pression sur notre domaine. Et puis vous avez, l'idéal, c'est avoir des DG qui sont ESG et puis qui sont orientés profit. Ça, c'est l'idéal, l'équilibre. Simplement, vous voyez, le régulateur, il s'éloigne. Et donc, s'il laisse les banques faire, ben, on va tomber ici dans quoi? Dans une communication, on dit ESG, c'est important, hein, mais on recherche de plus en plus de profit et de moins important, et puis on revient là et on retombe. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, le positionnement de la réglementation est essentiel pour l'équilibre, on l'a bien compris, mais aussi le choix du DG qui est ESG et qui est orienté profit. Je parlais de réglementation, donc l'Union européenne a mis un certain nombre de réglementations, hein, comme vous avez parlé, la taxonomie, en fait, il y a aussi en avril 2022, taxonomie verte de l'UE, hein. Donc il y a 6 objectifs environnementaux et il ne faut pas causer de préjudice significatif à aucun des 6. Et puis il y a aussi des garanties sociales minimales. Donc ça, ce sont les 6 objectifs environnementaux qui ont été définis par l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est essentiellement climatique, économie circulaire, réduction de pollution, etc. Donc c'est très clair à ce niveau-là avec des reportings. Alors quand on avance dans la conférence, on se dit, mais est-ce que c'est un impératif, hein, de s'adapter pour être compétitif? Est-ce que vous y croyez? Hein, donc c'est les trois profils. Est-ce que vous y croyez vraiment? Il y a l'impératif, c'est le monde change. Les gens changent en dehors de vous. Vous avez des régulations de plus en plus strictes. Et des régulations, c'est pas parce qu'il n'y a pas il y a une régulation, hein, moins importante dans votre pays que les groupes internationaux ne l'ont pas, puisque ça doit être au niveau groupe, hein, la conformité. La gestion des risques aussi est impactée. Là, dans ESG, qu'est-ce qu'on met plus? On met plus l'aspect entre la gestion des risques qui est défensif avec les opportunités. Donc, est-ce que vous y croyez que les opportunités ESG permettent justement de réduire les risques et puis à la compétitivité à l'échelle mondiale? Il y a certaines banques qui sont déjà dedans. Il y a une banque ici qui est déjà dedans alors qu'il n'y a pas de réglementation. Je leur demanderai d'intervenir s'ils les veulent bien. Alors, s'ils veulent bien. Alors, les opportunités, c'est quoi? Réellement, puisque le monde change, les clients changent, les communautés changent, ben vous avez des nouveaux marchés aux investisseurs. Donc, vous allez chercher donc, des nouveaux clients. Je prends le cas des fonds d'investissement. En 2022, il y a quoi? 35 000 milliards de dollars, hein, d'investissement en ESG, qui représente près de 40% des actifs mondiaux sous gestion. Donc, c'est clair que ceux-là, vous n'allez pas les capter si vous n'êtes pas ESG. Il y a une amélioration de la performance financière et il y a aussi de l'innovation. Quand on voit en fait les assurances, depuis pas mal d'années, il n'y a plus de développement de nouveaux produits en assurance. On se bat en fait sur des tarifs, hein, sur des commissions, etc., sur amélioration de processus.
les nouveaux produits, ça existe en finance. Donc ça crée, la créativité est là, grâce à cette approche. Donc la question c'est, est-ce une occasion de se réinventer? Est-ce que vous voulez vous réinventer? Et on est essentiellement ici dans le changement. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous allez être le pilote de votre changement réel? Alors, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Je donne quelques exemples d'études qui ont été faites par MSCI, qui est une notation. Parce que vous voyez que quand vous parlez en fait de plan de continuité, il y a eu pas mal de crises. On ne pense pas en fait que intégrer ESG dans son approche et dans ses produits, etc., avec des clients, la preuve ici, dans toutes ces études, font que vous améliorez en fait votre résilience. Et vous vous rappelez, Bâle a parlé de résilience opérationnelle. Donc, ici, toutes ces études de BlackRock, de MSCI, Harvard et Deloitte, etc., grâce à des études quantitatives, mais oui, il y a plus grande résilience, il y a surperformance aussi. Donc, indirectement, vous investissez dans ESG et vous avez un rendement qui est supérieur. Vous avez les sources ici. Si vous voulez, vous pouvez analyser plus en détail ces études. Donc, c'est a priori contre-intuitif. Alors, l'intérêt pour les banques d'intégrer ces critères. Je vous avais dit que je m'étais rendu compte qu'il y avait une banque africaine qui s'était lancée dans ESG, et c'est la banque NSIA. Donc, vous êtes là, la banque NSIA. Voilà. Donc, vous êtes les pionniers. J'ai entendu parler de vous en France. Et donc, c'est via donc, le label Lucie que j'ai entendu parler de vous en France. Donc, si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligé. Après, si vous voulez un peu expliquer quelles sont les raisons, il y a des raisons stratégiques, des raisons personnelles aussi de la direction pour être les premiers. Parce qu'on s'était posé la question, on dit tiens, on voudrait attaquer le marché africain, etc. Et donc, il y avait vous. Et puis, il n'y en a pas encore beaucoup d'autres. Donc voilà, ça c'est l'exemple qu'on peut se lancer avant la réglementation, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas la réglementation qui est le point zéro, quoi. On appuie et on fait notre 100 mètres. Non, on le prépare avant. Donc, on peut dire la NSIA, elle est quoi? Dans l'adaptabilité, plutôt que l'adaptation. Alors, je vous avais parlé qu'il y a des entreprises qui sont d'abord dollars et puis ESG. Ça, c'est le greenwashing. Et donc, il y a des réglementations sur le greenwashing avec des pénalités, etc. au niveau de l'Europe. Je donne des exemples ici, c'est des exemples de titres dans les différentes presses, sources Les Échos. DWS, qui est un fonds d'investissement qui appartient à Deutsche Bank, ils ont menti sur la politique et les investissements ESG. Ils ont dit qu'ils investissaient en ESG, ce n'était pas trop le cas. Mais on va voir aussi que ce n'est pas toujours évident d'identifier ce que c'est un actif ESG ou un client ESG. Ce n'est pas toujours évident. Et ça va dépendre aussi des notations. Vous avez des notations. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont intéressées par les notations. Mais rappelez-vous, donc c'est pour ça que j'ai pris le cas de NSIA, ils ont été au-delà de ça. La notation va certainement aider. Et il y a eu un texte, un accord provisoire de l'UE en février 2024 pour justement faire du nettoyage dans les notations, parce qu'à un moment, c'est comme l'informatique, vous avez des standards différents. Comment comparer? Si vous êtes notation MSCI, notation Russell, etc., ou une autre, comment vous allez comparer l'une à l'autre? Qu'est-ce qui est bon et comment vous allez rapporter au régulateur quand il dit il faut rapporter ce que vous faites réellement du ESG. Alors je vais vous donner un exemple. Ça c'est ISO 26000 que vous avez mis en place. Donc vous êtes labellisé Lucie, donc labellisé, donc on n'est pas certifié, on est labellisé ISO 26000. Donc il faut bien faire la différence entre d'autres ISO. Ici, il y a un certain nombre de scandales, ESG. Et j'ai mis les impacts. Mais je vais vous demander, imaginez qu'il y a Tesla qui vient toquer à votre porte. Et alors, vous
et vous voulez respecter les normes ESG. Vous prenez ou vous ne prenez pas? Petite question. Simplement pour dire, je ne dis pas que vous pouvez prendre ou pas prendre, il n'y a pas une bonne solution, mais simplement, vous allez voir que si à un moment le régulateur va venir et il va analyser Tesla, de quelle manière est-ce que vous allez évaluer la production, donc vous produisez des voitures électriques avec des batteries du début quand ça rentre dans l'usine jusqu'à la fin, ou vous allez voir la chaîne de valeur. Donc électrique, c'est bien. Consommation de CO2, parfait, excellent. Vous acceptez. De l'autre côté, chaîne de valeur. Comment on fait les batteries? Vous le savez. Hein? Il y a des petits-enfants qui sont dans les mines, etc. Si vous partez de là, est-ce que vous allez l'accepter? Donc vous voyez, comme on dit en anglais, c'est tricky, hein, le choix. Et comment vous allez définir alors? Et comment le régulateur va définir? Hein, ce qui est bon, pas bon pour vous, pour votre zone, quoi. Donc ça, c'est important de bien le préciser, hein, dans les politiques, mais également dans la réglementation. D'où c'est le choix de la note. Quelle notation vous allez prendre? Parce qu'il y a des notations, comme je dis, qui vont voir CO2. Et d'autres notations qui vont voir chaîne de valeur. Donc, le S. Donc, dans la notation qui est CO2, c'est quoi? C'est pas ESG, c'est E. Dans la notation où on prend les enfants ou autres, c'est S. Et donc ça a un impact sur votre gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous devez définir aussi jusqu'où vous allez regarder pour vos clients. Vous allez dire, oui, mais la réglementation n'est pas encore là. Hein? Mais déjà, la prise de conscience et déjà se mettre ça, parfait. Ceux-là, c'est des clients qui prennent la chaîne de valeur, donc on n'aura pas de problème, c'est le mieux. Là, attention, il y a une partie qui est à risque. Donc on met un watch, hein, un contrôle là-dessus, et on fait la veille sur la réglementation si jamais. Donc il faut être capable de se retourner, hein, pour ses clients et donc voir, hein, quelle concentration sur ce type de clients aussi. Alors ce n'est pas uniquement les beaux noms, hein, qu'il faut prendre, vous voyez. Volkswagen, hein, ils ont menti sur la consommation de CO2, hein, de leur moteur. Vous avez la déforestation de Cargill, hein, déforestation en Amazonie, et vous avez des risques réputation, financiers, réglementaires. Et puis la corruption et la violation des droits de l'homme chez Unilever. Donc c'est trois noms qui sont quand même super, qu'on a envie d'avoir en tant que client. Et l'approche, elle est différente maintenant. C'est plus les noms, c'est à l'intérieur des noms. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour les décideurs, ça devient compliqué pour les agents de conformité et la gestion des risques. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va accepter? Est-ce que c'est durable? Alors ici, je vous ai fait, pour information, on ne va pas aller dedans, mais je vous ai fait aussi, avec ESG, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. C'est les rôles et responsabilités qui changent. Qu'est-ce que vous allez mettre? Hein, qui est responsable? Vous avez le conseil d'administration, le DG, directeur de la conformité, des risques opérationnels. Donc j'ai mis les différentes responsabilités, hein, et les interactions avec les autres rôles. Ça vous permettra, hein, de comparer et puis de créer quelque chose d'autre. Hein. Je prends simplement CA, définir la stratégie ESG, superviser la mise en œuvre des politiques, évaluer les performances ESG globales. Et vous avez des redevables et des responsables, et on sait que le conseil d'administration est redevable. Donc ici, je vous mets une série de pourcentages. 72% des membres de CA estiment la stratégie ESG cruciale pour la performance à long terme. Dans la supervision, c'est quoi? Il y a les CA jouent un rôle clé dans l'approbation, hein, des politiques avec 68% des entreprises. Il y a un comité ESG. Et puis, 75% des CA évaluent maintenant les performances ESG dans les rapports financiers annuels. Donc vous avez toute une série, hein, ici, je ne vais pas aller dans les détails, mais pour le directeur général, avec ses attributions, donc on voit, hein, qu'il y a, hein, on est à 90-85% ici, donc on voit qu'il y a beaucoup de prise de conscience à ce niveau-là. Et la conformité également. Alors, comment les critères ESG renforcent la confiance et la fidélité des clients?
Donc, sur la culture organisationnelle, c'est aussi dans le fait que vous allez engager des gens avec ce type de profil. C'est essentiel aussi. Alors, on parle, quelles sont les stratégies efficaces pour l'entreprise? Ben, naturellement, il y a des politiques de prêt, mais il y a aussi la création de nouveaux produits. Donc c'est vraiment la chance de créer des nouveaux produits. J'en ai donné quelques-uns ici, mais ça va vous permettre, ou vous obliger pour certains, à être plus créatifs, aller dans la recherche et le développement. Donc la création de produits financiers verts pour attirer donc tous ces nouveaux clients qui ne veulent plus pas seulement des produits standardisés, mais également votre approche non ESG. Et puis la transparence, naturellement. Comment vous allez communiquer. Donc ici, j'ai donné des exemples et vous pouvez avoir des partenariats avec certaines ONG pour certains projets, investir dans certains projets, etc. Alors ici, je donne un exemple de produit, un produit financier. Ben, vous en avez un certain nombre. Les obligations vertes, comme Madame l'ambassadrice a dit, et le Luxembourg est fort appliqué là-dedans, puisque le Luxembourg veut avoir que des produits bancaires verts dans le futur. Ça, c'est, voilà. Et le reste, ça doit disparaître. Donc, il y a une pression sur les banques pour être créatifs. Fonds d'investissement socialement responsable. Vous avez des prêts et financements pour projets durables. Compte d'épargne éthique. Voilà. Il y a un compte d'épargne, mais il y a un compte d'épargne éthique. Des assurances responsables aussi. Et des produits de crédit carbone. Voilà. Vous avez toute une série, que ce soit pour les particuliers et pour les différentes entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu réglementaire, et l'enjeu, vous allez l'avoir. Il y a beaucoup de discussions actuellement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a comme réglementation? Il y a effectivement la COP, et puis j'ai parlé de la taxonomie verte, j'ai parlé des accords de Paris, donc il y a un certain nombre de régulations. Alors, quelle sera votre référence? Union européenne? Donc vous avez un certain nombre de réglementations. Est-ce que ce sera plutôt les États-Unis via la SEC? Il y a la Chine aussi qui est dedans. Naturellement, il y a les Nations Unies. Et pourquoi j'ai mis la bourse malaisienne, c'est parce que j'ai travaillé avec eux, et les fonds de pension là-bas, parce qu'ils veulent devenir le pays de référence ESG pour la région asiatique où ils se trouvent. Donc il y a des stratégies, pas simplement au niveau des banques, mais également au niveau des pays. Nous voulons être la norme et avoir les experts pour la région. Si vous regardez les formations ESG, vous n'avez pas une formation qui est unique. Vous allez voir que, par exemple, Fitch fait des formations ESG. Vous avez la formation Europe, la formation asiatique, la formation américaine et probablement dans le futur la formation africaine, parce que vous avez une réalité propre en termes d'ESG. Donc, on n'est pas, il n'y a pas qu'un exemple à ce niveau-là. Alors, les notations. Vous avez plusieurs notations. Donc là, si vous vous lancez, qu'est-ce que vous allez suivre? C'est tout le problème. Donc c'est pour ça qu'en février 2024, l'Europe a décidé de fixer des règles. J'ai mis les règles en annexe de la présentation. Donc il y a un accord provisoire sur voilà, comment les notations doivent pouvoir se parler entre elles, et on peut tirer une référence. Donc vous avez MSCI qui est bien connu, et là ils ont une échelle AAA, CCC. Vous avez également le Sustainalytics ESG. Vous voyez bien que ici c'est spécifique. Chaque notation a quelque chose de spécifique, et c'est pour ça que je vous dis, vous voyez ici, si c'est l'usage de Sustainalytics, vous avez Tesla qui pourra avoir donc un rating qui est différent qu'avec MSCI ou bien l'index série. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour vous? Donc, il va y avoir des nouvelles recommandations. Je suppose que certains déjà d'entre vous ont fait des projections pour voir qu'est-ce que vous allez devoir sortir de vos portefeuilles. Il y a également la nécessité au niveau de la conformité d'avoir une gestion proactive. C'est pour éviter les sanctions ou pour se préparer
à éviter les sanctions en matière de ESG. Alors, avant de conclure, en fait, dans les annexes, puisque on parle de E, de S et de G, E, il y a les risques climatiques. Vous savez que la BCE a mis en place des stress tests et puis des modèles d'évaluation sur des actifs. Donc c'est quantitatif. Dans l'annexe, ici, j'ai mis un certain nombre de modèles qui peuvent être utilisés. Donc, allez piocher dedans pour voir. Vous avez des différents modèles pour l'impact des changements de température. Vous avez aussi l'impact sur les aspects socio-économiques, donc c'est le S. Vous avez des modèles statistiques, des modèles de risque, des modèles économétriques et d'autres plutôt d'intelligence artificielle. Alors on peut se dire, je reviens au départ où on dit que le monde est en mutation, comment appréhender tous ces changements qui vont venir? Est-ce qu'on est capable de le faire uniquement avec des risques, des gestionnaires de risques, des agents de conformité, puis vous avec votre comité? Comment décider dans un monde incertain qui devient de plus en plus incertain et volatile? L'intelligence artificielle va aider dans cette approche-là. Quel est l'impact de ESG dans le monde? Mais tous les paramètres dans le monde. C'est difficile d'identifier. Donc, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui se crée. Vous aviez au départ les modèles experts, donc sur base de modèles mathématiques, etc., mais très quantitatifs, donc pas très orientés autres modèles. On a maintenant les modèles où on apprend, où les algorithmes apprennent par eux-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. La nouvelle intelligence artificielle va certainement aider à projeter les changements ESG, c'est l'intelligence artificielle cambrienne. C'est-à-dire qu'on va créer, en fait, ils sont déjà occupés, des algorithmes qui vont permettre d'être en connexion avec les data, comme maintenant, mais également avec l'environnement physique, qui va nous permettre d'identifier l'évolution en matière de ESG. Donc, gérer l'ESG, c'est humain, c'est technologique, et puis c'est règles de gouvernance et c'est croire. Donc, encore une fois, où vous en êtes, dernière fois, c'est où vous en êtes en termes de votre croyance sur l'apport en ESG. J'ai donné quelques exemples ici. L'opportunité, est-ce que c'est vu comme une opportunité ou c'est plutôt vu comme un risque ou une contrainte? Encore une fois, dans l'annexe, j'ai également mis des références par rapport aux dernières réglementations de l'UE qui seront en application. C'est un accord provisoire, mais c'est des clarifications des notations, comme je l'ai dit. Ils devront publier, les entreprises qui créent des notations devront publier leurs méthodes. Ça doit être transparent. Et on doit pouvoir faire un benchmarking avec les différentes notations. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Il y a un cadre à mettre en place. Attention aux erreurs qu'on pourrait faire et de montrer en fait un monde ESG qui est biaisé. C'est qualitatif, c'est quantitatif, il faut ces deux approches. Mais la dernière parole est pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'ESG? Comment vous allez construire votre stratégie en matière d'ESG? Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.